Bonjour Monsieur Groen. Bonjour. Alors, l'aventure Vitamine commence comment? Elle commence cette aventure en 1995. Je venais de terminer mes études depuis un an à peu près. J'étais installé à mon compte en tant que consultant en stratégie d'entreprise et en communication. Et je suis intervenu pour Radio Vitamine pour d'abord faire des préconisations et essayer de sortir la radio de sa situation puisqu'elle était en redressement judiciaire à l'époque. C'était une petite station locale. Et de fil en aiguille, en discutant avec le propriétaire de la station, en fait, il s'est avéré qu'il n'avait plus trop envie en fait, de s'occuper de cette station, qu'il ne voulait pas réinvestir, il fallait réinvestir, il ne voulait pas, il fallait investir dans l'informatique, il ne voulait pas. Et puis il m'a demandé si je croyais dans ce que j'avais écrit, ce qui était le cas, et donc j'ai en fait reçu comme proposition de sa part, est-ce que vous vous sentez de le faire vous, est-ce que vous reprendriez la radio? Et finalement j'ai repris la station dans ces conditions-là, j'avais à l'époque 26 ans. Donc c'était un challenge intéressant, je me suis dit pourquoi pas. C'est mon métier la com, donc ouais, feu. L'aventure démarre comme ça. Et c'est comme ça que je mets un pied dans la radio. Ensuite, il a fallu développer parce qu'on était trop petits. On avait 20 000 auditeurs par jour, on n'émettait qu'à Toulon. Donc on a posé des dossiers de candidature. J'ai posé des dossiers de candidature en 97 pour avoir des émetteurs à Marseille, à Saint-Tropez, à Fréjus. Bon, on a obtenu. Et on a ouvert en 98 Marseille et Saint-Tropez. Donc tout à coup, Vitamine est devenu un média plus gros, on couvrait 2 départements. Et on a repris une station locale qui était à Antibes, qui s'appelait Radio Antibes, en 2001. On a été autorisé par le CSA ensuite à syndiquer le programme, donc à mettre le programme de Vitamine sur Radio Antibes et donc à avoir une couverture PACA pour Radio Vitamine, qui est passée donc entre 1996 et 2002 de radio locale à réseau régional. Voilà. En 2006, vous embauchez des membres de votre famille au sein de Radio Vitamine. C'est ça. Je décide d'embaucher, j'accepte d'embaucher ma sœur. Décide pas vraiment, on m'a un peu forcé la main. Donc étant originaire de contrées lointaines où il y a une culture matriarcale, quand ma maman a insisté pour que je recrute sa fille la plus jeune, qui était en difficulté, j'ai accepté en fait de la recruter dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en 2006, fin 2006 je crois. Un peu contraint et forcé quand même. Hein. Et ensuite, en 2007, c'est mon frère que je recrute, qui était gendarme de 98 jusqu'en 2006 justement, qui s'est mis en disponibilité parce que apparemment en gendarmerie ça allait pas vraiment, parce qu'il avait une famille avec sa femme et 2 enfants et un seul salaire pour eux 4, et que donc bon, apparemment il n'était pas très content de ça. Et parce que bon, il y avait d'autres paramètres familiaux qui ont fait que là aussi j'ai accepté de le recruter, et je l'ai recruté pour qu'il s'occupe du service commercial de la régie publicitaire locale en fait. Et puis l'année d'après, lui il a pris l'initiative d'embaucher notre autre sœur comme responsable juridique. Donc je me suis retrouvé en à peine 2 ans avec 3 membres de ma famille qui ont intégré mes entreprises et qui n'en ont jamais été ni actionnaires, ni investisseurs, ni quoi que ce soit. Ils ont intégré mes entreprises comme salariés. En 2006 la première, en 2007 le second et en 2008 la troisième. Voilà. Jusqu'en 2008, l'ambiance au sein du média se passe comment? En fait, oui, ça allait très bien même. La station allait bien. Déjà, quand je les ai recrutés, la station allait bien, puisqu'elle avait atteint une taille critique qui lui permettait de faire face à pas mal de choses. Et puis, économiquement, c'est un modèle qui était solide, d'ailleurs, heureusement. Et jusqu'en 2008, effectivement, le fait d'être en famille, même si on dit qu'il ne faut pas, aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas, à ce moment-là, non, c'était pas gênant. Ça fonctionnait plutôt bien et tout le monde était plutôt satisfait de voir que on arrivait à fonctionner ensemble et à faire tourner une entreprise en étant en famille. J'avais pris un peu de recul quand même pour pas être trop présent, parce que c'est vrai que c'est difficile d'arbitrer entre le familial et le professionnel, mais ça fonctionnait plutôt bien. Jusqu'à la mi-2008 où là c'est devenu compliqué, subitement d'ailleurs. Et en 2010, vous embauchez un nouveau directeur général. C'est ça, mon frère en fait. À partir de la mi-2008, parce que c'est son tempérament, il est très intrusif, se met à se positionner en fait comme s'il était, il se sert un peu il crée un schisme avec notre lien de parenté, avec le fait qu'on a le même patronyme, et donc il fait glisser les gens vers une assimilation qui laisserait penser qu'il est actionnaire et qu'il est mon second et que lui, moi, c'est pareil. Alors, parce que ça l'arrange évidemment.
Et donc rapidement, il se positionne comme s'il était le directeur général. Je ne l'ai jamais nommé directeur général, mais il se positionne, comme puis finit d'ailleurs par le mettre sur des cartes de visite. Et puis il devient vraiment très très présent. Et puis à un certain moment, il finit par dire que je le gêne en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte parce que je l'empêche de décider comme il voudrait. Et bon, il devait en être convaincu. Il pensait qu'il était peut-être plus apte que moi à diriger la radio. Je ne sais pas, hein. En tout cas, il l'a déclaré plusieurs fois. Et il est devenu agressif, il a contesté mes décisions, toutes, et il s'est mis à me dénigrer auprès des effectifs, du personnel, dans mon environnement personnel aussi, privé. Donc il a fait un vrai travail de sape en fait autour de moi, en même temps qu'il faisait un travail de conquête dans mon entreprise. Donc en même temps qu'il me déstabilisait, il était en train de conquérir du terrain dans mon entreprise, en me donnant des avantages en des gens, enfin il était en campagne en fait. Et effectivement, quand il s'est senti plutôt prêt et qu'il avait suffisamment d'alliés, qu'il a payé pour certains d'entre eux, à ce moment-là, il a été plus déterminant dans ses actions. En 2009, il a essayé de me faire placer sous curatelle en faisant signer toute la famille, évidemment. Il y a des membres de la famille qui n'étaient pas concernés par son complot, qui ont refusé, évidemment, et avec mes deux sœurs qui l'accompagnaient dans ce complot, qui ont accepté l'idée. Ma mère et ma sœur aînée ont totalement refusé, malgré le fait qu'il ait proposé de l'argent à l'aînée, qui lui ait proposé 1000 ou 1500 euros par mois pour qu'elle s'allie à lui, pour qu'elle devienne son allié, voire sa complice. Ça ne le gêne pas, lui, ça, hein. Il est très pragmatique comme garçon. Et effectivement, à la fin de l'année 2009, déjà, j'étais bien éprouvé. Il m'avait beaucoup fatigué parce qu'il était très, très, très entreprenant pour me déstabiliser. Il était très actif. Il avait un but en même temps, hein. Et puis, c'est fin 2009, j'ai pris la décision de créer un écran entre nous, de recruter un directeur général pour qu'on puisse maintenir un fonctionnement normal de l'entreprise et qu'on ne parte pas systématiquement, parce que ça l'arrangeait bien, dans des discussions qui mélangeaient à la fois le privé et le professionnel en permanence. Donc j'ai voulu prendre et créer cette distance pour rétablir un fonctionnement d'entreprise en dépersonnalisant un peu les échanges. Et en fait, ça a amplifié la difficulté, parce que ce directeur général, qui est un homme d'ailleurs de très grande valeur, en plus très compétent et très honnête, a très rapidement découvert que mon frère, en fait, il n'avait pas fait que se déclarer directeur général, il avait aussi pris beaucoup d'initiatives financières, il s'était servi des moyens de paiement de l'entreprise à des fins personnelles, il avait arbitré un certain nombre de dépenses qu'il n'avait pas arbitrées, il s'était même mis à signer des chèques de ma société, alors qu'il n'était pas du tout habilité à les signer, en faisant une imitation de ma signature assez grossière, que je retrouve sur des contrats, j'ai retrouvé tout ça après, bien entendu. Et donc, quand mon directeur général commence à me faire état de tout ça, je finis par lui dire, bon, là on va prendre position, donc on interroge Salah, mon frère, on l'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à, par exemple, louer des voitures avec les papiers d'une société pour une autre société, donc c'est un ABS, hein, clairement. Pourquoi il a fait facturer un animateur, enfin des choses qui normalement n'auraient pas dû se faire comme ça. Il a fait des arbitrages qui ont lésé ma société, mais il les a fait sans m'en informer. Et il a détourné de l'argent. Ça, c'était plus sérieux déjà. Il retenait de l'argent, il détournait de l'argent. Donc là, on a commencé à le lui dire, à partir du mois d'avril 2010, il y a eu des échanges écrits où on a questionné ça là. Et instantanément, sa réaction, ça a été, tout de suite, hein, il s'est braqué et il est rentré dans un système de menaces, en menaçant à la fois de choses, des menaces de mort, hein, il m'a fait des menaces de mort par écrit, et ensuite, un autre type de menace, c'est des menaces judiciaires, au prétexte que lui, policier, gendarme, il connaissait bien les procédures et que donc il allait me faire des ennuis procéduraux et judiciaires pour aboutir en fait, pour réussir à me déstabiliser et finalement à me faire sortir de la radio comme il avait prévu de le faire. C'est charmant, hein, évidemment. Voilà. Finalement, votre frère met ses menaces à exécution et porte plainte contre vous. C'est compliqué, il faut lire sa plainte pour comprendre les faits reprochés, parce qu'en fait, il me reproche vraisemblablement tout, en fait, de respirer, d'être, tout. C'est très confus, sa plainte est très confuse. En revanche, il utilise des points précis pour mettre en exergue qu'il pourrait y avoir une difficulté. Et ensuite, il raconte quelque chose de très confusant délibérément. Parce que c'est un technicien, justement. Donc, il utilise les choses d'une manière relativement pertinente, quand même. La preuve, ça a marché pendant 3 ans et demi, 4 ans, quand même. Ça, c'est une belle prouesse. En réalité, il dépose plainte contre moi le 25 mai 2010 en me reprochant d'être celui qui
détourne de l'argent sur Radio Vitamine et met en danger Radio Vitamine. Donc on est toujours au même endroit. Il veut défendre Radio Vitamine, qui n'est pas lui, nulle part, même pas pour 1%. Mais il a décrété qu'il allait défendre Radio Vitamine, qu'il assimile dans son esprit, alors il le pense ou pas, à mon avis non, puisqu'il est lucide quand même, je crois, j'espère. Il assimile Radio Vitamine à une entreprise familiale et puis il fait vite la passerelle comme ça, sans que ce soit le cas. Du coup, il se positionne comme un actionnaire, qu'il n'est pas, lésé par des malversations que j'aurais commises. Et c'est le cœur de sa plainte, c'est ça. C'est que je suis dangereux pour la radio, que je dépense l'argent de la radio, que j'ai mis en danger la radio. Voilà, pour vous répondre, voilà à peu près ce qu'il me reproche dans sa plainte. De ne pas être la bonne personne pour diriger Radio Vitamine et en plus d'être malhonnête. Voilà ce qu'il me reproche. Votre frère vous accuse de malversation. Le fisc aurait pu le constater. Ah oui, le fisc, j'ai eu 5 contrôles fiscaux. C'est-à-dire qu'on a contrôlé 4 de mes sociétés, dont évidemment la radio, les sociétés de la radio, et on a contrôlé ma situation fiscale personnelle. Alors, à l'issue de ces 5 contrôles fiscaux, il n'y a aucun des agents du fisc qui a relevé le moindre détournement et la moindre dissimulation de fonds. Ils ont plutôt constaté qu'en fait, tout ce qui était inscrit dans les comptes et qui me concernait était déclaré au fisc et que c'était le revenu de mon travail. Donc, comme ils n'ont pas contesté les montants du revenu de mon travail et qu'ils ont constaté qu'ils avaient été déclarés, tout était cohérent en fait. Donc, pour le fisc, il n'y a pas de difficulté particulière. Le fisc ne s'est donc pas positionné, alors qu'ils auraient pu le faire, dans le cadre, je crois, d'un article 40, le fisc ne s'est donc pas positionné, puisque pour le fisc, il n'y a pas de détournement. En fait, il n'y a des détournements que pour Salah et les gens qui l'ont écouté, en réalité, dans la façon dont il a présenté les choses. Et c'est ça qui est intéressant, mais on en parlera à un autre moment, c'est là qu'il y a des choses qui sont intéressantes à analyser, en fait. Votre sœur Sarah porte plainte à son tour le 3 juillet 2010. Oui, le 3 juillet 2010, oui. Donc lui porte plainte le 25 mai 2010, il saisit un tribunal de grande instance pour me faire débarquer de la présidence de la radio le 29 juin 2010, procédurier quand même. Et ensuite le 3 juillet, c'est ma petite sœur, qui est gérante d'une société dont je suis l'actionnaire majoritaire, qui va déposer plainte au motif que je lui aurais fait subir d'extrême violence, en fait, de très graves violences, en lui demandant, c'est ce qu'elle déclare, en lui demandant de bien vouloir couvrir mes malversations, ou sinon je la tape. C'est à peu près ça qu'elle a raconté à la police. Et là, votre monde s'écroule. Là, oui, je suis dans l'incompréhension totale. Déjà, je ne comprends pas l'animosité qui me témoigne, je ne comprends pas cette guerre absurde et inutile, je ne comprends pas... c'est jamais arrivé qu'on porte plainte les uns contre les autres, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de courant. Moi, il ne m'est pas venu à l'esprit tout de suite de me dire, malgré que je savais que mon frère me volait de l'argent, ma première idée a été de lui parler, pas d'aller déposer plainte contre lui, parce que c'est mon frère. Alors que lui, qui me volait de l'argent, n'a pas hésité à aller déposer plainte contre moi pour anticiper en fait les poursuites qui auraient pu être engagées contre lui. Mais c'est un technicien, moi non. Donc on n'est pas dans le même état d'esprit. Il est plus froid par rapport à la procédure judiciaire que moi. Donc oui, mon monde s'est écroulé parce que j'ai plus rien compris à ce qui m'arrivait. Et surtout, instantanément, j'ai été considéré comme un individu peu recommandable sur simple déclaration, sans aucune vérification en fait. Alors que 48 heures avant cette plainte, j'étais un individu parfaitement recommandable. J'intervenais pour les questions de diversité culturelle pour l'UNESCO, j'intervenais au conseil d'administration d'un groupement d'indépendants qui regroupe 120 stations de radio indépendantes, j'intervenais dans des think tanks aux États-Unis. J'ai jamais été considéré ou traité comme un voyou, un délinquant, et puis je me comporte pas comme ça. Il n'y a rien qui puisse tout à coup faire de moi, dans mes agissements, rien qui puisse faire de moi quelqu'un de malfaisant ou de malveillant. Il aura suffi qu'eux le déclarent pour que ça prenne corps tout de suite. La mayonnaise a pris instantanément en fait. Quels sont concrètement les faits qui vous sont reprochés? Ils ont certainement beaucoup de choses à me reprocher. D'abord, je suis l'aîné. Ensuite, on n'a pas nécessairement, sans que ce soit de l'arrogance de ma part ou de la prétention, mais on n'a pas nécessairement le même parcours de vie, ni le même parcours universitaire, ni le même parcours professionnel, ni le même niveau social à ce moment-là. Donc effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui sont réunis quand même pour donner envie de pousser celui qui est en haut pour prendre sa place. Et après, vous dire pourquoi ils ont sombré dans cette espèce de... manipulation ? Plus que ça, de complot. Ils sont tombés dans un complot avec d'autres gens en plus, et puis c'est devenu
moi j'ai ressenti dans la façon dont, parce qu'ils ont écrit plein de choses sur moi, hein, plein, et j'ai ressenti dans tout ce que j'ai lu, qu'ils avaient à la fois peur et besoin et envie que je meure en fait. Il fallait que je disparaisse parce que je devenais, au départ j'étais celui qui dérangeait pour prendre le contrôle de la radio, ensuite je suis celui qui pouvait démontrer qu'ils étaient malsains. Donc dans les deux cas, il fallait que je disparaisse en fait, parce que au plus vite je disparais, au plus vite ça les nettoie de ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Quand ils ont établi des faux documents dans l'entreprise, ils savent bien qu'ils ont établi des faux documents entre eux. Quand ils sont allés faire des faux témoignages, ils savent qu'ils ont fait des faux témoignages. Quand ils ont volé de l'argent, ils savent qu'ils ont pris cet argent. Donc ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils ont fait réellement. Et après, l'acrimonie, la méchanceté qui me témoigne, ça permet de justifier qu'il faut absolument me tuer et qu'on n'aille surtout pas regarder ce qu'eux ont fait. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché parce que depuis, personne n'a vraiment regardé ce qu'ils ont fait. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments matériels. Hein. Et ça, vous le savez, parce que justement, vous avez mis le nez dans cette affaire, parce Oui. que vous vous êtes rendu compte de grossières erreurs. Plus que des erreurs. Je me suis rendu compte d'erreurs, mais pas que d'erreurs. Je me suis rendu compte aussi d'actions qui visaient délibérément à me nuire. Mais bon, je vous en parlerai mieux, j'en parlerai mieux d'ici peu, puisque j'ai fait un certain nombre d'actions judiciaires récemment. J'ai déposé une plainte pour faux usage de faux en écriture publique hier. J'ai déposé une demande de supplétif pour faux témoignage contre un officier de ministère public qui a commis un faux témoignage, en tout cas selon moi et selon les éléments que j'ai, puisque voilà, après le juge nous dira et la justice nous dira. Mais disons que ce que je peux vous dire sans révéler trop de choses, c'est qu'il y a des éléments démontrant d'une volonté de me nuire. Il y a des éléments démontrant de manipulation dans les procédures, des éléments matériels qui sont consignés dans les procédures, qui sont signés, datés, c'est pas moi qui les ai mis là. Et il y a un élément prépondérant qui démontre que le jour où a été révélé à la justice l'auteur réel des malversations qui avaient été commises contre Vitamine, eh bien cet auteur qui a été déclaré, c'est Salah, qui avait commencé à voler de l'argent dans Radio Vitamine en 2009, et un auxiliaire de justice désigné pour ça a constaté et a révélé, en démontrant et en expliquant comment Salah avait volé l'argent. Et très curieusement, il a révélé ça le 13 avril 2011, cet auxiliaire de justice. Il a révélé ça au parquet de Toulon, il a révélé ça à des magistrats aussi. Et depuis, pour des montants importants quand même, 450 000 € détournés en 18 mois, et Salah n'a été poursuivi à aucun moment, depuis cette date. Pourtant, je n'ai cessé d'envoyer ces éléments en disant, quand même, il y avait des enquêtes, il a volé de l'argent, il faudrait peut-être qu'on en a besoin pour la radio, pour payer les salaires, les charges. Ça serait bien que celui qui a volé l'argent et qui est dénoncé par un auxiliaire de justice, il soit poursuivi. Non, le parquet de Toulon a préféré me poursuivre moi, pour des raisons troublantes. Il y a 3 ans, vous avez porté plainte pour des faits sérieux, et récemment pour faux témoignage contre un fonctionnaire. Vous savez, quand on dit la vérité ou quand on ment dans certaines situations, c'est absolument binaire. C'est-à-dire, on peut vous interroger sur plein de questions où le mensonge peut être, j'allais dire, plus difficile à identifier quand c'est pas clair. Mais si vous dites « je n'étais pas là » ou « je n'ai pas fait ça » et qu'il s'avère que vous y étiez, ou que vous l'avez fait parce qu'il y a des documents qui prouvent que vous avez signé un certain nombre de documents. Vous ne pouvez pas dire « je n'ai pas fait ça » et puis tout à coup je ne me suis pas occupé de ce dossier et puis on trouve votre signature et votre nom dessus. C'est embêtant. C'est à peu près là qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un officier du ministère public qui, dans le cadre d'une audition liée à l'affaire Vitamine, a jugé normal de dire à un magistrat qu'il y a un certain nombre de choses qu'il n'avait pas faites et dont il ne s'était pas occupé. Et il a le droit de le dire. La difficulté que je soulève et que je soumets à la justice aujourd'hui, c'est que, en disant ça, il ne pouvait pas dire la vérité, puisque c'est son nom et sa signature qui figurent sur les documents qui concernent ces procédures-là. Donc c'est quand même compliqué d'aller comprendre ce que veut dire quelqu'un quand il vous dit « je ne me suis pas occupé de cette procédure », alors qu'il est directeur d'enquête de la procédure et que c'est lui qui a pris les décisions et qui a signé les documents. Pour moi, c'est un faux témoignage. Mais on verra ce que nous en dit le juge. Monsieur Groen, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que mes droits soient rétablis, et que je puisse exercer mes droits normalement, malgré certaines volontés et malgré la notabilité d'un de mes adversaires dans ces procédures.
que je puisse simplement exercer mes droits normalement. Je ne demande rien de plus en fait. Qu'on vérifie ce que je dis, qu'on vérifie les pièces de procédure, les éléments que je soumets qui sont démonstratifs de faits sérieux, de faits judiciaires sérieux, qu'on vérifie, simplement qu'on regarde les pièces, et qu'ensuite on me permette d'exercer mes droits normalement, puisque en ce qui me concerne, alors ça peut paraître, parce qu'on n'est pas obligé de me croire, mais en ce qui me concerne, moi depuis 4 ans, mes droits sont suspendus. C'est-à-dire qu'on me vole, je porte plainte, c'est classé sans suite, on m'insulte, je porte plainte, c'est classé sans suite, on me menace, je porte plainte, c'est classé sans suite, on peut à peu près tout me faire, sans qu'il y ait de poursuite contre les gens qui me font les choses. Donc c'est un peu difficile de vivre dans ces conditions-là, parce qu'évidemment, certains se disent que donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.